Frater Luminis Negri, partie 1, chapitre 5. Dans ma chambre, assis à mon bureau, je lisais les prérequis à la réalisation d'un rituel de transformation que je voulais entamer ce soir-là. La première étape consistait à faire une introspection, le bilan de ma vie, afin de préparer mon mental à vivre cette expérience. Conformément à ce qui était demandé, je plongeais dans mon adolescence que je sentais révolue depuis que j'avais atteint l'âge de la majorité, le trimestre précédent. Quel chemin parcouru depuis lors! Je méditais celui-ci, et je me rappelais le tournant fatidique de ma vie. Il y avait déjà 2 ans et quelques. C'était le jour où, en promenade au milieu des étals de bouquins et de magazines, à la foire du livre mensuel, cette drôle de femme m'avait subjugué. Les souvenirs m'envahirent tout à coup. C'était un samedi ensoleillé. Depuis que j'avais ma mobilette, reçue pour mon 16e anniversaire quelques semaines auparavant, je me promenais le plus possible. Même si j'adorais toujours autant ma famille, j'avais besoin de prendre l'air de temps en temps. Cette atmosphère aseptisée et religieuse qui pesait à la maison m'oppressait de plus en plus, surtout le samedi. Mes parents m'avaient invité à faire une promenade à pied dans le quartier où nous habitions, mais j'avais décliné. Ils étaient habillés de leurs vêtements noirs, tristes et austères, portés comme à chaque Shabbat. J'avais honte d'être avec eux lorsqu'ils étaient habillés comme ça. Ils ressemblaient à des Amish, cette communauté de cultivateurs américains dont la première règle de vie commence par « tu ne te conformeras pas au monde qui t'entoure ». Ces personnes vivent comme au Moyen-Âge, et c'était tout à fait l'allure de mes parents le samedi. Moi qui avais déjà toutes les peines du monde à me faire accepter par les autres, autant qu'à m'accepter moi-même, les accompagner n'allait pas m'aider. J'avais donc eu envie d'aller faire un tour à la foire du livre de Poulsard. C'était un petit village sur les hauteurs de Liège, juste à côté de Outsiplou. Écoute s'il pleut, en jargon wallon. Chaque mois ou presque, il y avait là-bas un marché aux livres extérieur, où commerçants et particuliers pouvaient venir exposer leurs bouquins, en vue de les vendre ou de les échanger. Je lisais beaucoup. C'était une activité solitaire qui me permettait de m'évader dans des mondes que je trouvais plus agréables. J'appréciais les lectures d'horreur fantastique, et j'y prenais beaucoup de plaisir. Il s'agissait d'histoires où il y avait souvent un faible martyr qui finissait par devenir un monstre investi de terribles pouvoirs, qui assouvissait ses vengeances, plus sanguinaires les unes que les autres. J'avais une joie malsaine à m'identifier à ces héros, et j'imaginais punir tous ceux qui me manquaient de respect. Hormis les romans fantastiques et horrifiques, je lisais aussi assez bien de récits sur l'histoire de la Shoah. Même si je n'étais pas pratiquant, cela ne m'empêchait pas d'être intéressé par le peuple élu de Dieu, chassé et persécuté depuis des siècles un peu partout dans le monde. Coincé entre l'État et la Révolution, un livre écrit par Vladimir Lénine, et La morale anarchiste d'Alex Kropotkin, mon dernier livre en date était Les protocoles des sages de Sion, que j'avais trouvé à la bibliothèque du lycée. Sa lecture m'avait fortement interpellé. Ce pamphlet était présent dans la bibliothèque de l'école pour illustrer les manipulations politiques et religieuses menées au moyen de la propagande et de la calomnie. C'est ce qui m'avait été rapporté par M. Cullard, un professeur de sciences politiques qui était un peu comme un conseiller d'orientation pour moi. Le contenu de ce livret présentait le peuple juif comme une vaste organisation mafieuse qui infiltrait toutes les couches de la société afin de renverser le monde et d'en prendre le pouvoir à tous les niveaux. C'était très antisémite comme récit. Il dénonçait de faux complots, attisait l'animosité entre les pays pour créer des guerres contrôlées et dévoilait des réunions secrètes où l'avenir du monde était décidé. J'avais bien compris que c'était de la propagande. Ça n'empêchait pas que, avec un peu d'attention sur le monde autour de moi, je devais bien reconnaître que les Juifs avaient souvent des postes très importants. Dans la politique, dans le commerce international, dans l'industrie, dans les médias, dans les arts, nous étions partout en fait. Il s'agissait sans doute de coïncidence, et il n'y avait pas un plus grand pourcentage de Juifs que de représentants d'autres confessions à ces postes, mais le faire remarquer de cette manière m'avait plu en fin de compte. Ce n'était pas si mal que ça d'être juif. Peut-être qu'un jour, moi aussi,
je deviendrais un magnat riche et puissant sur cette terre. En tout cas, c'était un argument supplémentaire à ajouter à la longue liste des raisons qui pouvaient justifier la haine à mon égard. J'avais fini par me complaire dans ce rôle de méchant juif cupide. Et cela m'arrangeait de croire que les autres étaient jaloux de moi. C'était mieux que de croire que on me prenait pour un raté. Je déambulais entre les piles de livres posés sur des panneaux de bois maintenus par des tréteaux ou entassés dans des bacs en plastique alignés à terre. Il y avait des dizaines d'œuvres sur la Seconde Guerre mondiale. Certaines relataient la bataille des Ardennes, d'autres le débarquement américain, d'autres encore la capitulation de l'Allemagne. Il y avait des romans à l'eau de rose, toute la collection des Reader Digest, des tonnes de vieux magazines, New York Times, détectives, même des télépros. Et il y avait aussi des centaines de bandes dessinées, la collection de Tintin, des Bob et Bobette tout abîmés, les tuniques bleues, Astérix et Obélix, et encore beaucoup d'autres. Je m'attardais un peu plus sur les livres à thème, comme les manuels de psychologie, ou sur les sciences naturelles. Mais je cherchais avant tout des livres d'horreur de certains auteurs, dont Stephen King, James Herbert et Graham Masterton. Ils étaient excellents. J'en empruntais beaucoup à la bibliothèque, mais j'aimais bien les avoir chez moi à disposition. Surtout s'il s'agissait d'éditions reliées de luxe, comme mes livres de Stephen King, avec leurs grosses couvertures rigides et leurs marque-pages de tissu couleur or fixés dessus. Cela faisait un moment que je sentais un regard insistant sur moi. J'étais en train de feuilleter une version d'Apparitions, fantômes, rêves et mythes, écrit par Agnella Jaffé et préfacé par Carl Gustav Jung. Ce livre m'avait interpellé dès la couverture. Je m'interrogeais sur l'intervention de ce psychanalyste réputé. Ce n'était pas très compatible avec des histoires de fantômes. J'en comprenais, en diagonale, qu'il s'agissait d'une approche psychologique pour démontrer l'existence des phénomènes occultes, tels que les apparitions et la dame en blanc. J'avais bien envie de l'acheter, mais la femme qui surveillait ces livres, empilés n'importe comment, avait les yeux fixés sur moi depuis que j'avais saisi celui-ci. Elle pensait peut-être que j'allais le voler, et cela me coupait toute envie de lui en demander le prix, et encore plus de lui donner mon argent. Je reposai le livre sur la table de fortune tout en jetant un regard furtif à cette dame, histoire de vérifier qu'elle me voyait bien le remettre à sa place. « Vous êtes juif, n'est-ce pas ?» me dit-elle. Même loin de mon quotidien, je ne pouvais pas me balader sans qu'on vienne me faire chier avec ça. Je n'avais plus de papillotes, j'étais habillé normalement, qu'est-ce qui n'allait pas encore ? Oui, je suis juif, pourquoi ? Répondis-je sur la défensive. Pour rien, je l'ai vu et je voulais le confirmer, c'est tout. C'est un bon livre que vous aviez en main, jeune homme, dit-elle en me montrant d'un mouvement des têtes le bouquin que je venais de poser. Je vous recommande celui-ci. Je pense que vous en avez besoin, continua-t-elle en me tordant un livre écorné qu'elle venait de piocher au milieu d'une pile près d'elle. Mais je vous en fais cadeau, et pour l'autre, c'est 100 francs tout rond. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais sorti de ma poche un billet froissé que je m'empressais de poser dans sa main. Vous ne le regretterez pas, il va changer votre vie, conclut-elle avant de s'occuper d'un autre client potentiel. Elle se désintéressa de moi. Je me dis que j'avais de la chance qu'elle ne m'ait pas demandé plus d'argent. Je m'étais senti désarmé, hypnotisé. J'avais accepté ce qu'elle m'avait tendu en regardant à peine ce que c'était, et j'avais payé le prix sans chercher à marchander. Soit c'était une technique de vente forcée redoutable, soit ce livre faisait partie de mon destin. Quoi qu'il en soit, j'avais encore du travail à faire pour parvenir à ce statut de juif cupide. Je repris machinalement cette exploration au milieu des rangées d'échoppes improvisées, et je jetai un œil distrait à ce cadeau. Ave Lucifer d'Elisabeth Antibi. Un vieux livre à la reliure tellement abîmée qu'elle était rafistolée avec du papier collant. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était, mais, en survolant les pages, la disposition des textes ressemblait à celle de romans. Avec un titre pareil, probablement un roman d'horreur. Chouette. Par contre, je ne voyais pas en quoi ça pouvait changer ma vie. Mais bon, sa prochaine lecture me donnerait sûrement les réponses. Je le poussai dans mon sac à dos avec l'autre bouquin sur les apparitions, rejoignant La semence du démon de Dean Koontz. Je l'avais trouvé en format de poche
pour à peine 15 francs. Avant de retourner sur le chemin de la maison, je voulus profiter de cette fin de matinée en prenant des routes que je ne connaissais pas. Après une bonne heure sans trop savoir où je me dirigeais, j'entrai dans le village de Franchimont, qui était tout de même à l'opposé du chemin que j'aurais dû prendre pour rentrer. Ça me faisait plus ou moins 50 km à faire tout ça. Alors que je me disais qu'il était peut-être temps de reprendre les grands axes et de suivre les panneaux indicateurs, je passai juste à côté d'un arbre à l'allure un peu particulière. Il trônait au centre d'un petit parc. Cela me donna envie de m'arrêter. Je profitai également de cette occasion pour me dégourdir les jambes et les fesses, qui étaient tout ankylosées. L'endroit était très joli et réputé dans la région. La vue sur le château en ruine, en contrebas de la vallée, était particulièrement belle. On y organisait des spectacles médiévaux en été, mais je n'en avais encore jamais vu. La foule étant un vecteur de transmission de microbes, mes parents évitaient ce genre de festivités. D'ailleurs, hormis à la synagogue et au supermarché, ils évitaient de se trouver à proximité d'autres personnes. Assis dans l'herbe sous cet arbre étrange, tandis que je mangeais le sandwich au fromage devenu tout ratatiné que j'avais emporté dans mon sac, je l'observais avec plus d'attention. Il était criblé de clous, des petits rubans pendouillaient à chacun d'entre eux. Il avait une silhouette inquiétante, projetant une ombre qui me rappelait un monstre tentaculaire issu d'un film d'épouvante. Il y avait une plaque de métal neuf vissée sur son tronc. L'arbre au gibet était jadis le lieu d'exécution des voleurs et assassins, laissé à la vue de tous sur cette colline surplombant la vallée. Son écorce blanche me laissa penser qu'il s'agissait d'un bouleau, et vu sa taille, il ne devait pas avoir plus de 100 ans. Je trouvais étonnant que des pendaisons aient eu lieu sur cet arbre, surtout si on considère qu'il ne devait pas dépasser 2-3 mètres de haut à l'époque de mes grands-parents. Détendu, protégé du soleil agressif en cette période, je pris Ave Lucifer en main, dans l'idée d'en lire le résumé. J'étais arrivé à la moitié de l'ouvrage lorsque je me dis qu'il valait mieux que je rentre avant de passer toute la journée assis sous cet arbre. Ce n'était pas un livre d'horreur, et encore moins un roman. Il s'agissait de l'investigation d'une journaliste, l'auteure elle-même en fait, qui cherchait à démontrer quelle place la magie et la sorcellerie avaient encore dans nos sociétés modernes. Cela attisait ma curiosité comme jamais. J'y voyais l'opportunité de peut-être concrétiser ce que je considérais comme du fantastique ou de l'imaginaire. La figure symbolique de Lucifer me plaisait énormément. Sur le chemin du retour, je me mis à repenser à des anecdotes vécues et à m'identifier à ces fameux sorciers décrits dans les pages lues. J'avais souvenance que, lorsque je piquais des colères, cela pouvait arriver qu'une ampoule éclate. Il s'était même produit 2 ou 3 fois des choses encore plus étranges, telles que le téléviseur qui s'allumait tout seul alors que nous avions encore un vieux modèle sans télécommande. Sur le moment même, je n'avais pas fait attention, mais en y repensant à la suite de cette lecture, si la frontière entre la réalité et la fiction des livres que je lisais n'était pas si épaisse que ce que je pensais, il y avait peut-être un lien de cause à effet entre mes colères et ces phénomènes. Je rentrais chez moi le cœur léger. Dans l'escalade de mes fantasmes, j'étais à présent persuadé d'être investi de pouvoirs que je ne maîtrisais pas. J'imaginais que la vie allait enfin me donner ce qui m'était dû. Émergeant de mes pensées, je réalisais que mon existence avait vraiment pris un sens le jour de cette découverte. Peut-être était-ce pour cela que je devais faire le bilan et méditer avant d'entamer ma pratique, afin de prendre conscience des enjeux et de l'importance de cette démarche.